Bonjour. Effectivement, je viens de Lille, donc du nord de la France, mais c'est pas pour ça que le décalage horaire a été plus dur pour moi que pour les autres. C'est juste parce que voilà, je suis comme ça. Alors, je suis venu avec je sais pas si vous m'entendez bien, j'ai parlé dans le micro directement. Je suis venu avec une conférence que j'ai déjà présentée il y a 2 semaines au Connext à Lille, justement, qui est un grand salon, qui est un ex-grand salon de la vente à distance en France et qui essaie de se reconvertir aujourd'hui en parlant un peu plus de e-commerce. C'est un sujet que je pense qu'il va vous intéresser, donc qui s'adresse vraiment à des gens qui sont déjà dans le domaine du e-commerce, mais je vais essayer de faire en sorte que ça va être intéressant aussi pour vous. Je ne sais pas qui parmi vous fait du e-commerce, un site de e-commerce, et pure player ou pas pure player, peu importe. C'est un sujet que je trouve que j'aime beaucoup en fait, dont j'aime bien parler parce que le e-commerce, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais pour moi c'est un domaine qui me passionne bien sûr, mais c'est un domaine qui reste un domaine très très froid en termes d'interaction avec l'utilisateur. Très froid, pourquoi? Parce que finalement quand on va acheter en ligne, la plupart du temps, ce qu'on fait c'est qu'on fouille très rapidement sur le web à la recherche de ce qui va nous intéresser. On va cliquer partout, on va surfer sur plein de pages, on va le faire avec son téléphone ou avec son ordinateur ou avec une tablette. Mais dans l'ensemble, on va être toujours très 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 direct et on va essayer d'aller le plus vite possible à un objectif. Et en général, tout ça reste d'une certaine manière très très mécanique. Alors c'est intéressant pour les gens qui savent déjà ce qu'ils veulent acheter et effectivement dans ce cas-là, on a intérêt à avoir un site extrêmement bien fait en termes d'ergonomie, donc d'expérience utilisateur. Ça, je pense qu'on vous en a déjà suffisamment parlé ce matin. Par contre, il y a un domaine où aujourd'hui le e-commerce pêche énormément, et ça c'est lié au fait qu'on est sur un média qui est relativement froid. C'est ce que j'appelle l'émotion. Qu'est-ce qu'on ressent quand on surfe sur un site web? Est-ce que le produit nous fait rêver ou nous fait pas rêver? Voilà. Est-ce qu'on est transporté? Est-ce qu'on a envie de voyager ailleurs? Toutes ces choses-là sont vraiment importantes et participent aussi à la vente. Et c'est vrai que quand vous regardez un site comme Amazon, ça vous fait pas vraiment rêver, hein. C'est un site qui est quand même somme toute très très moche, alors très bien fait en termes d'organisation de l'offre, très direct. Mais quand vous venez sur Amazon, c'est pas pour vous promener, c'est vraiment pour faire un achat. Donc voilà pourquoi je voulais vous parler d'émotion sur le web, et je voulais vous montrer justement qu'au contraire, on pouvait arriver à se servir de l'émotion pour faire à la fois des belles choses, mais des choses qui soient efficaces à la vente. Je m'étais promis de faire une petite introduction de moi-même et de ma société, mais Laure l'a déjà fait. Juste une petite précision. Donc Capitaine Commerce, c'est un blog que j'ai créé il y a 10 ans sur le e-commerce. Donc c'était déjà il y a un petit bout de temps, que j'ai un peu réactivé ces derniers temps, et où je parle surtout d'innovation dans le digital, dans le numérique, d'innovation qui concerne justement le e-business. Donc pas que le e-commerce, mais les voyages, etc. Par exemple, j'aime bien parler d'Amazon Echo, dont on a parlé aussi ce matin. J'aime bien parler des chatbots, des choses comme ça. Donc ça, je le fais vraiment par passion. Ça m'aide à rencontrer des gens vraiment intéressants dans tous les domaines du e-business. Et puis j'ai une deuxième casquette qui est entrepreneur, comme un peu vous tous ici, avec une agence qui s'appelle Wexperience, qui existe depuis 6 ans et qui est dédiée, elle, à la conception de l'expérience utilisateur sur les médias digitaux. Donc on est une agence qui travaille avec des grands groupes en France, notamment dans la vente au détail, parce que nous étant basés dans le Nord, alors vous savez peut-être pas, mais le Nord c'est un peu la terre de la vente à distance en France. Il y avait des grands groupes comme 3 Suisses et La Redoute qui ont un peu disparu, mais le relais a été pris avec la grande distrie, et vous avez des sociétés comme Decathlon, je ne sais pas si c'est très connu au Québec, mais voilà, qui ont pris le relais. Et donc on travaille souvent avec des gens comme ça, mais pas que, mais en général c'est avec ces gens-là qu'on travaille. Voilà, j'espère que mon introduction n'a pas été trop longue. Je suis assez mal à l'aise avec ce micro en fait, mais bon, on va faire. Ah, voilà, je vais le prendre comme ça, je préfère. Parce que sinon j'avais l'impression de chanter en fait. Voilà. Les émotions. Allez, j'attaque. Alors c'est un sujet intéressant. D'abord parce qu'en général, on s'imagine plein de choses sur les émotions. On ne sait pas forcément ce que sont les émotions. Et je vais vous dire, effectivement, quand on est devant un écran d'ordinateur ou même devant un smartphone, en général, on n'exprime pas beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé quelqu'un, enfin je pense que vous l'avez fait tous, vous avez déjà dû regarder quelqu'un qui regarde un smartphone. En général, il ne se passe pas grand-chose. C'est même assez moche, hein, parce qu'on est comme ça, on est penché sur son truc, là, et puis le visage est quasiment impassible, il ne se passe rien. Et donc c'est assez triste en apparence. En réalité, on ressent énormément de choses quand on surfe sur le web, sur un site de e-commerce, sur Internet. C'est pareil pour les joueurs. Quand vous regardez quelqu'un qui joue à un jeu vidéo, il ressent énormément de choses. Et pourtant, son visage reste totalement impassible. Alors les émotions, pour bien comprendre de quoi on va parler,
Je vais vous en donner pas vraiment une définition, mais un peu une petite explication. En fait, les émotions sont des choses qui se produisent dans notre cerveau à partir du moment où on est en alerte. Où en fait, quelque chose se passe, nous prévient, quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre environnement et qui nous dit attention, là, il va falloir réagir très très vite et faire quelque chose. Donc, basiquement, les émotions, au départ, on s'en sert surtout pour fuir les ours polaires voilà, sur la banquise, pour éviter le lion qui va nous manger, des choses comme ça. Mais en fait, ce qu'il faut surtout voir à travers les émotions, c'est que c'est un système pour le cerveau humain pour aller plus vite et prendre des décisions intelligentes, mais sans recourir à notre partie raisonnée. Donc elles sont vraiment intéressantes à exploiter, ces émotions. Et je vous dirais, c'est pas le web qui a inventé l'exploitation des émotions depuis le temps que ça existe, c'est surtout la publicité. La publicité fait intensivement appel aux émotions pour convertir les gens et les convaincre. La politique aussi, hein, je ne vais pas vous parler du nazisme, mais à un moment donné, on s'est quand même beaucoup appuyé sur des émotions assez basiques des gens pour leur vendre un discours politique. Les émotions, c'est aussi ça. Et en marketing, c'est vraiment comme ça, évidemment, qu'on va s'en servir. On va s'adresser à des parties très, comment dire, primitives du cerveau pour essayer d'attirer l'attention et pour essayer d'engager les gens. Donc les émotions, c'est ça. Elles ont plein d'avantages, ces émotions-là, parce qu'elles nous aident à être meilleurs, en fait. Et ça, on n'a peut-être pas conscience, mais en fait, quand on est dans un état émotionnel, surtout si on est plutôt dans un bon état émotionnel, il y a plein de choses chez nous qui fonctionnent beaucoup mieux. On perçoit plus vite les choses, on les comprend plus rapidement. On mémorise également les choses plus rapidement, ça va plus vite. Si vous avez besoin de faire retenir quelque chose à quelqu'un, essayez de le mettre d'abord dans un état émotionnel fort, plutôt positif, si possible, et vous verrez qu'il retiendra beaucoup mieux ce que vous allez lui dire par la suite. Ça augmente aussi notre capacité d'attention. Encore une fois, on est dans un état émotionnel fort, on est beaucoup plus attentif, on écoute mieux, on comprend mieux ce qui passe. Donc je ne vais pas parler pendant 1 heure de ça, mais vous voyez bien qu'en fait, à partir du moment où on est dans un état émotionnel fort, quelque part, on acquiert des super pouvoirs, on est capable de faire plus de choses. Alors je vois sur mon petit slide qu'il y avait aussi un point important, j'en ai pas parlé, la motivation. Effectivement, quand on est si on est joyeux, évidemment, on sera plus enclin à faire des choses qui nous paraissent a priori compliquées. Donc vraiment, on a tout intérêt à servir de l'émotion pour faire accomplir des choses aux gens. C'est là que vous comprenez en fait l'intérêt de parler d'émotion. Alors un petit exemple justement pour vous montrer à quoi correspond l'émotion. Alors ça parlera peut-être plus aux hommes qu'aux dames, mais encore c'est pas sûr vu que c'est un site qui s'adresse d'abord aux dames. C'est quoi l'émotion dans ce formulaire d'inscription? Donc là on est sur un site, alors je crois que c'est un site américain. Un site qui vend des régimes minceurs, et donc on a bien compris à quoi servait la photo ici, tout simplement à déclencher une émotion. Et en l'occurrence ici, cette émotion, ça peut être, alors j'ai écrit la jalousie ou l'envie, mais typiquement en fait on vous montre ce à quoi vous pourriez ressembler si vous suivez ce formidable régime qui vous est vendu ici. Et si on retirait cette photo, je peux vous dire qu'on arriverait beaucoup moins à récolter des inscriptions dans le petit formulaire qui se trouve au milieu de la page. Cette photo-là, elle a un effet préparatoire. Vous la voyez, c'est même la première chose que vous allez regarder. Moi, je fais beaucoup d'études de eye tracking en France. Je fais beaucoup de tests utilisateurs, dont on vous parlera d'ailleurs tout à l'heure aussi. Quand on fait du eye tracking, on voit très bien ce que les gens regardent à l'écran. Parce que les gens regardent un écran, la plupart du temps, c'est les photos, c'est les images. En premier, c'est ce qu'ils font. Donc, on a vraiment intérêt à utiliser les photos pour achalander les gens. Bon, l'émotion, ça passe pas forcément par les images, ça peut passer par d'autres astuces. Alors celle-là, je l'aime bien aussi. Bon, j'imagine que tout le monde lit parfaitement et comprend très bien l'anglais ici, donc je vais pas vous l'expliquer. Mais on peut très bien jouer sur l'émotion simplement en jouant sur des registres un peu particuliers. Ici, ça va être tout simplement l'humour. Alors c'est pas de la gaudriole, hein, on n'est pas en train de lancer les tartes à la crème, mais c'est un humour très très simple. Et là, on peut inscrire les gens à une newsletter simplement en les abordant de façon humaine, avec un ton léger, un peu badin, et hop, vous les inscrivez à votre newsletter. Donc ça, c'est un autre exemple, une autre façon aussi d'accrocher les gens. Donc vous voyez qu'on peut véhiculer l'émotion de différentes manières, pas forcément que par l'image. Bon, c'est vrai que, je précise quand même, sur le web, on est quand même très très limité, honnêtement, parce qu'on a très très peu de médias à notre disposition. On a ce qu'on peut voir, l'image, les textes, c'est à peu près tout. Aujourd'hui, il y a très très peu de sites qui se servent de la musique ou du son pour embringuer les gens dans quelque chose. Ça n'existe pas. C'est plutôt perçu comme gênant. Donc on est assez limité. L'émotion, ça peut aussi se provoquer, comme vous pouvez le voir sur ce site-là. Alors, vous pouvez aller voir le site vous-même. Hein, c'est bio. Alors, c'est pas la bonne URL là. J'ai dû me tromper. Enfin, vous pouvez taper Bioplay dans Google. C'est un site de Bose. L'émotion, ça peut se provoquer aussi
par des effets de surprise, d'animation, d'interaction, comme vous pouvez le voir ici. Vous voyez qu'en fait, si vous naviguez sur ce site, tout semble plaisant, agréable, facile. Alors c'est pas pour rien en fait, c'est tout simplement parce que en permanence, à chaque fois que vous faites quelque chose, à chaque fois que vous bougez votre souris, que vous l'emmenez quelque part, il y a un truc qui se passe. Il y a une zone qui s'agrandit, il y a un bouton qui apparaît, etc. Tout ça, c'est des petits effets, c'est pas grand-chose, mais ces petits effets-là, en fait, qui créent des effets de surprise, qui créent une espèce d'animation, vont vous rendre la navigation plus agréable et du coup vous engager plus dans ce site à aller jusqu'au bout de l'objectif qui est de vendre donc des casques audio. Donc vous voyez encore une fois, ça c'est une troisième arme, j'allais dire, parce que j'en ai parlé j'ai parlé de texte et d'images tout à l'heure. C'est aussi les animations, effectivement, j'en ai pas parlé. C'est de faire bouger ce qui se passe à l'écran. Ça peut aussi servir l'émotion. Alors je vais faire maintenant une petite parenthèse parce que je vous ai montré quelques exemples rapides, on en verra d'autres après. Une petite parenthèse parce que mon métier à moi, c'est d'aider les entreprises à améliorer l'expérience utilisateur sur leur site. Et quand je fais ça, je ne le fais pas en sortant des théorèmes, des principes d'un chapeau. Il y a un vrai travail de conception qui est fait en amont. Et quand on veut créer de l'émotion, quand on veut s'intéresser aux utilisateurs, il faut d'abord vraiment les connaître. Ça, c'est important. Alors là, je fais un petit laïus un petit peu technique, mais il y a vraiment deux outils qu'on utilise beaucoup, nous, en conception d'interface. Le premier qui se trouve à gauche, avec... Donc j'ai oublié de le changer. Donc Sébastien, qui ressemble à une femme, mais en fait, c'est peut-être un homme, on ne sait pas trop. Donc Sébastien. Et à droite, on a un autre outil qui est une expérience map. On n'utilise pas de termes français. Nous, en France, on aime bien utiliser les termes anglais. Ça fait toujours plus chic. Donc une carte d'expérience, si vous préférez. On a deux termes comme ça qui sont vraiment intéressants, deux outils qu'on utilise vraiment beaucoup. Je vais vous montrer pourquoi en fait je vous les montre, parce que ce sont des outils qu'on utilise systématiquement pour nos clients, pour les aider à mieux comprendre à qui ils s'adressent. Alors je ne sais pas comment c'est au Québec, mais chez nous en France, et même dans les très grosses boîtes, il y a un mystère que j'ai toujours pas réussi à éclaircir, c'est que nos clients ne connaissent pas leurs propres clients. Alors, ils les connaissent, ils ont des ERP, ils font des CRM, ils ont des tas de statistiques sur leurs clients, mais concrètement, ils ne les connaissent pas. Et dans le e-commerce, voire dans le e-business, c'est même encore pire parce qu'ils ne les voient jamais. Moi, j'ai travaillé dans une grosse boîte de vente à distance qui s'appelait 3 Suisses, parce qu'elle vient de fermer, malheureusement. 3 Suisses, quand je travaillais avec des gens de chez 3 Suisses et que je leur demandais s'ils connaissaient leurs clients, ils ne les avaient jamais vus. Un jour, j'ai fait des tests utilisateurs, on a fait venir des gens dans les bureaux de 3 Suisses, on a fait des tests utilisateurs, on les a regardés à travers un écran. Il y a plein de gens qui se disent « Ah, ils sont comme ça, nos clients, c'est ces gens-là. » Je leur dis « Bah ouais, voilà, en fait, c'est des êtres humains, c'est pas juste des petits chiffres sur les tableaux de bord, et ces gens-là ont des réactions humaines, et vous avez intérêt à les comprendre si vous voulez arriver à vendre plus de trucs à vos propres clients. » Donc ils n'ont pas compris, puisqu'ils ont fini par disparaître. Et en tout cas, mais ça, c'est pas que... Enfin, c'est pas grâce à moi. Hein. Ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, un des grands défauts de ces sociétés-là, c'est notamment qu'ils n'arrivaient pas à vraiment modéliser leurs clients et vraiment à les percevoir de la façon dont il faut les percevoir aujourd'hui. Je crois qu'on en a déjà pas mal parlé aujourd'hui, mais vraiment les voir comme des êtres humains à part entière, comme des individus ou des individualités, et non pas juste comme des chiffres. Parce que si vous ne faites pas ce travail-là, vous aurez vraiment beaucoup de mal à comprendre comment vous pouvez faire pour améliorer vos interfaces et comment vous pouvez faire pour améliorer la conversion. Persona, c'est ce que vous voyez à gauche. Experience Map, c'est le pendant des personas. Ce sont vraiment des outils là qui nous permettent, les expériences Map, en fait, de recréer les parcours d'un utilisateur vis-à-vis d'une ou plusieurs interfaces. C'est un peu comme de la mise en scène, en fait. C'est comme quand on fait du théâtre. On va prendre ces expériences Map et on va se dire, tiens, Sébastien, qui est donc déguisé en femme, Sébastien a envie d'acheter un caleçon sur mon site. Comment est-ce qu'il va faire? D'abord, il va aller sur Google, il va taper caleçon. Et quand il va voir les résultats de Google, il va avoir plein de sites qui lui proposent des caleçons. Et donc, on peut être sûr qu'il va aller voir plusieurs sites. Qu'ensuite, il va comparer les prix, qu'il va aller sur mon site. Ensuite, il va oublier. Et puis, peut-être, dans le bus, il va regarder son smartphone. Il va se dire, tiens, au fait, mon caleçon, il en est où? Ah ouais, finalement, je vais l'acheter. Il va peut-être l'acheter sur son smartphone. Mais comme sur smartphone, alors pardon, téléphone intelligent. Comme sur téléphone intelligent, il est très difficile de commander. On n'aime pas notamment payer sur un téléphone intelligent. Il va finalement le faire plus tard, le soir, devant son écran d'ordinateur. Donc l'expérience map, en fait, sert à décrire tout ça. Et pourquoi on fait ça? Ce qui peut paraître peut-être un travail un peu fastidieux. On le fait parce que ce travail-là va nous permettre de comprendre d'abord là où il y a des écueils dans la navigation, s'il y a des trucs qui clochent dans notre processus, dans notre dispositif. Et ça va aussi nous permettre, en ce qui concerne les émotions, de trouver des moments où on pourrait arriver à le garder sur le site plutôt qu'il s'en aille.
à trouver des moments où, en connaissant sa personnalité, on peut lui proposer des choses qui vont, hop, le surprendre, qui vont le faire rêver, ou qui vont le faire rentrer dans des moments nostalgiques où il sera peut-être plus propice à écouter ce qu'on a à lui dire. Donc, si je vous ai montré ça, c'est pour vous dire que, avant toute chose, et ça c'est vrai, quel que soit le type de projet sur lequel on travaille, si on parle d'émotion ou pas, en tout cas, on a vraiment besoin de connaître les utilisateurs. Ça, c'est un des points les plus importants. Alors, je m'étais promis de mettre une image de chat. C'est un challenge, hein, je me suis mis. Parce qu'on sait très bien que sur YouTube, les gens ne regardent que les vidéos de chat. Donc là, je vous ai mis une photo de chat avec un hérisson en prime. Donc il y a un double effet. Les expériences map et les personnages vont justement être intéressantes parce qu'elles vont nous permettre aussi de comprendre ce moment-là. Ce fameux moment de la première rencontre. Dans la vraie vie, la vie de tous les jours, quand vous croisez quelqu'un, alors je vous ai mis 8 secondes, moi je ne suis pas scientifique, j'ai trouvé ça sur un article scientifique, on pourrait rechercher. Il est défini qu'il faut à peu près 8 secondes à quelqu'un pour identifier la personne qui est en face de lui et déterminer si c'est une bonne ou une mauvaise personne. Alors là je caricature, c'est plutôt pour l'évaluer et pour essayer de comprendre quel genre de relation on peut avoir à faire avec cette personne-là. Pour le web, c'est exactement la même chose. C'est même peut-être beaucoup plus rapide. Par exemple, pour une application, je suis sûr qu'il ne faut pas plus d'une seconde ou 2 secondes pour l'évaluer et se dire celle-là, elle va me servir ou elle ne va pas me servir. Les expériences map et les personas, comme je vous ai montré, servent justement à travailler sur ces phases-là qui sont extrêmement importantes. Et la première rencontre, elle est notamment très importante parce qu'elle est très très chargée en émotions. Même si on n'en a pas conscience, quand on va pour la première fois sur un site, ou quand on ouvre pour la première fois une application sur son téléphone intelligent, il va se passer plein de choses dans notre tête. Et c'est à ce moment-là qu'on est assez prêt, assez mûr en général, à recevoir des émotions. Et vous avez intérêt à le faire parce que sinon, vous allez avoir du mal à accrocher vos futurs utilisateurs. Alors, on va voir justement comment des grands acteurs du web, j'aime bien dire des grands acteurs du web, utilisent les émotions. Ça, c'est l'exemple le plus connu que vous avez. Alors, je ne sais pas si vous êtes utilisateur de Airbnb ou pas. Quoi qu'il en soit, pour ceux qui travaillent dans le web depuis longtemps, tout le monde se souvient du jour où Airbnb a fait sa refonte et a montré cette magnifique page d'accueil avec une vidéo en fond d'écran qui a été largement recopiée depuis par pas mal de monde. C'était non pas révolutionnaire, il ne faut pas exagérer quand même, mais ce qui était intéressant, c'est de voir que pour la première fois, en utilisant bien la technologie, donc la vidéo, en l'allégeant suffisamment, en la mettant en fond d'écran, on pouvait créer quelque chose de nouveau. Et ça s'était jamais vu encore à l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, on arrivait sur un site, il y avait une vidéo, et il y avait plein d'effets dans cette vidéo-là en fait. Il y avait un effet de surprise, parce que pour la première fois, on voyait des images qui bougeaient à l'écran, en fond d'écran, sur une page d'accueil de site. Quand vous regardez les vidéos de Airbnb, évidemment, vous voyez bien qu'elles sont chargées d'émotions parce qu'elles vous évoquent plein de choses qui vous font rêver. Il y a des souvenirs de voyages auxquels vous allez vous identifier. Et donc cette page-là, je trouve, d'un point de vue émotionnel, a toujours été extrêmement réussie. Et ils n'ont pas changé depuis. Alors je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont fait leur mise à jour, mais ça fonctionne très très bien. Donc la vidéo, justement, est donc un très très bon moyen de pousser l'émotion. Autre exemple. Ce que je vous montre, en fait, c'est des exemples qui ne sont pas forcément très faciles à recopier, qui ne sont pas forcément abordables par toutes les bourses, parce que ça coûte cher de faire de la vidéo ou de faire des animations comme celle-là. Mais là, vous voyez encore qu'on joue sur un registre intéressant. J'ai un produit un peu révolutionnaire, donc un portefeuille soi-disant qui reste toujours fin malgré toutes les pièces de monnaie qu'on peut mettre dedans. Comment mieux expliquer un produit en le montrant, en créant des petites animations qui sont sympathiques, en montrant comment il est fabriqué, etc., en racontant une histoire, et c'est ça où je voulais en venir, comment mieux capter l'attention des gens qu'en leur racontant une histoire. Je ne sais plus si quelqu'un tout à l'heure a parlé d'enfants ou d'adultes enfants, peu importe, mais on a toujours une part d'enfance en nous, et raconter des histoires, c'est effectivement, on va le voir aussi après dans un autre exemple, un des meilleurs moyens de capter l'attention des gens. Donc là, l'histoire qu'on raconte, c'est comment fonctionne ce magnifique portefeuille. Ah, c'est ça, je me souviens plus de cette slide-là. Mais c'était ça que je voulais dire en fait. C'est comment on peut faire pour provoquer toutes ces émotions. Donc on a vu déjà quelques exemples là, assez simples, pas forcément les plus abordables, comme je disais, mais qui marchent très bien et qui résument un petit peu tous les moyens de le faire. Il y en a plus que ça, des moyens de provoquer des émotions, mais ces quatre-là sont quand même les plus fréquents, ceux qu'on va trouver le plus souvent.
provoquer la surprise, on l'a vu avec l'interface de BioPlay, en fait, quand on crée des événements au passage de la souris, c'est de la surprise. C'est pas grand-chose, mais ça marche. Évoquer des souvenirs, on l'a vu avec Airbnb, et on va voir d'autres exemples. Raconter des histoires, ce que je vous ai montré avec le portefeuille. Utiliser l'empathie, ça va par exemple être la photo d'un visage qui sourit, ça c'est un grand classique. Et voilà. Donc il est assez facile de provoquer des émotions. Et typiquement, alors je voulais vous montrer, alors c'est dommage, on va pas avoir le son. Mais ça va pas vous parler en fait, c'est vrai que j'avais oublié ça. Alors ça c'est une pub qui est passée en France dans les années 80, donc c'est très très vieux. Mais je trouvais qu'elle illustrait très bien l'idée de souvenirs et d'émotions. C'est une pub pour des saucisses, ça se voit pas du tout au début. Mais en fait c'est une pub qui marche entièrement sur le registre de l'émotion, du souvenir de la petite enfance. Donc on vous montre une enfance hypothétique d'un petit enfant dans la nature magnifique, qui joue à des jeux simples, et on vous amène sur une paire de saucisses donc. Ce qui forcément vous donne envie d'acheter des saucisses tout de suite. Et ça marche. Mais cette pub, pour moi, et je peux vous dire que je ne suis pas le seul, elle a marqué des générations, enfin notre génération, elle a été vraiment emblématique de comment on fait pour utiliser les souvenirs pour marquer les gens et leur faire vendre à peu près tout et n'importe quoi. En l'occurrence, je ne sais pas si vous avez des saucisses Certa au Québec, mais je trouve qu'il n'y a rien de pire que les saucisses Certa en fait. Mais bon, bref. Autre façon de créer de l'émotion, on a parlé d'empathie, là c'est exactement le cas. Et ça j'aime beaucoup ça. Alors évidemment c'est un registre beaucoup plus sympathique, c'est celui du microcrédit pour des entreprises dans les pays en voie de développement. Peut-être que vous connaissez mieux que moi, parce qu'en France, Kiva et je pense n'est pas connu du tout en fait. Ça vient des États-Unis. Là, l'émotion, elle est faite de deux manières. En fait, il y a d'abord les visages des femmes qui sourient, c'est agréable. C'est plus agréable de regarder qu'un pitbull qui va vous mordre, forcément. Vous vous identifiez. Et en plus de ça, on raconte une petite histoire qui est assez sympathique, somme toute. C'est voilà cette entrepreneuse, sans doute d'Amérique du Nord, peut-être même du Canada, on n'en sait rien, qui aide cette femme qui vient du Kenya. Ah ben si, on voit Auckland, je sais plus Auckland, c'est où? Hein? C'est en Californie? Ah mais c'est ça, ils sont très sympas les Californiens. Donc voilà cette Californienne qui aide cette femme du Kenya. Et là, en fait, vous racontez une histoire tout en jouant sur des registres émotionnels qui sont les visages, etc. Là, on est sur la page d'accueil de Kiva. Voilà, en fait, on est un peu dans le même registre que Airbnb tout à l'heure, avec un grand visuel en fond de page. Voilà comment on peut faire aussi pour capter l'attention des gens. Ça me fait dire qu'après, il faudra que je vous explique pourquoi, en général, c'est important d'avoir des belles images à l'arrivée sur le site et pas pendant la navigation. Alors ça, vous connaissez peut-être mieux que moi. Moi, j'ai jamais été en Alberta. Je ne sais pas si c'est très loin d'ici, mais en tout cas, c'est plus près que la France. Ça, c'est un exemple que j'aime beaucoup. Travel Alberta, je crois que c'est une agence de tourisme, si je dis pas de bêtises, pour l'Alberta. Et ça, c'est un site qui sert à faire venir les gens en Alberta. Et basiquement, qu'est-ce qui se passe sur cette page-là? On a en fait un formulaire qui vous aide à trouver la destination de vos rêves. Un formulaire, c'est plutôt rébarbatif. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà rempli si, vous avez forcément déjà rempli des formulaires, soit sur votre téléphone, soit sur un site internet. Ça n'a aucun intérêt, c'est assez ennuyeux. Vous n'avez pas vraiment envie de le faire. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a totalement transformé le formulaire en fait en une suite d'interactions, d'animations, avec des photos qui sont absolument somptueuses, il faut bien le dire, et qui font que vous ne vous posez même pas la question de savoir si vous remplissez ou pas un formulaire. Vous êtes plongé dans les images que vous voyez là, et vous remplissez le formulaire, et vous arrivez à un résultat que vous avez dû voir tout à l'heure, qui sont en fait une liste de propositions de types de séjours que vous allez trouver en Alberta. Donc voilà encore un exemple de quelque chose qui est, pour le coup, pas très compliqué à faire, qui est assez simple. Bon, pas au niveau budget photo, je pense que là quand même on a un peu explosé les budgets, mais qui fonctionne très très bien en termes d'empathie sur l'utilisateur. Et un dernier exemple, dont j'ai un peu oublié le nom, mais je crois que c'est Of a Kind. Alors, je ne sais plus si c'est une marque australienne ou américaine, peu importe, vous irez voir aussi. C'est intéressant ici, on est sur des produits de créateurs de mode. Donc il y a un côté un peu comment dire, humanitaire dans cette création, parce que je crois qu'ils font appel à des gens qui travaillent dans des pays en voie de développement. Ce qui est intéressant ici, c'est on est sur la fiche produit, et au lieu d'avoir un descriptif assez basico-basique du produit en lui-même, on va avoir une histoire qui vous raconte l'histoire de la créatrice, du pourquoi, du comment, pourquoi elle a créé ses produits, pourquoi elle les vend en ligne, etc. Là, on est aussi dans un domaine de l'émotion qui est raconter des histoires, sauf que ici, on ne l'a pas placé sur la page d'accueil du site, on est déjà à l'intérieur du site. Et ça, c'est ce que je vous dirai après, c'est qu'en fait, grosso modo, on sert beaucoup de l'émotion dans deux domaines. Un, pour capter l'attention, souvent à l'arrivée,
et 2 pour augmenter l'engagement des utilisateurs, donc pour faire qu'ils restent le plus longtemps possible sur votre site ou votre application, ce qui est donc le cas ici. Bon, et on va terminer avec quelques exemples d'emploi de l'émotion dans divers domaines, et vous verrez qu'en fait on peut le faire de façon plus ou moins compliquée. J'espère que ça vous donnera des idées. Je ne sais pas si vous gérez des sites de e-commerce ou des sites de e-business, mais on va voir qu'on peut s'en servir comme outil de conversion. Bon, là c'est assez évident. Bon, tout le monde, j'imagine que vous avez exactement le même exemple de Dove ici au Québec que chez nous en France. Là on est sur la page d'accueil du site de Dove qui doit vous faire rentrer dans le reste du site. Là, on joue sur un registre extrêmement connu qui est l'affinité, l'empathie avec les personnes. On sait que Dove, ils ont largement misé sur le fait qu'ils montrent des femmes normales, enfin les femmes de tous les jours, pas des mannequins. Donc là, on joue pleinement sur la photographie en page d'accueil. Donc j'ai bien aimé, moi j'aime bien cet exemple-là. Un exemple encore plus simple et encore plus bateau. Là, on est sur un site de rencontre chinois ou thaïlandais ou un pays d'Asie, peu importe. Alors, j'ai pas les chiffres, je pourrais vous les retrouver, mais on est sur la page d'inscription du site. On sait à quel point la conversion est difficile, y compris dans ce domaine-là, dans les sites de rencontre. En rajoutant toutes ces photos de gens qui sourient, hommes et femmes, ils ont réussi à multiplier, je crois, par 200% le nombre de gens qui s'inscrivaient sur le site. Donc, vous voyez, là, on est vraiment dans des choses extrêmement simples. C'est pas compliqué d'acheter des photos comme ça sur une banque d'images et d'aller coller ça en fond d'écran sur votre site. Et vous voyez qu'on peut arriver à augmenter assez facilement la performance d'un site par des effets qui sont somme toute basiques. Et je parlais tout à l'heure justement d'utilisation des polices de caractère ou d'humour ou de texte. Là, c'est encore un petit peu différent. Là, on imite en fait quelqu'un qui crie en écrivant en très très gros sur le site avec une accroche qui est assez intrigante. How strong is your website? En fait, on est sur un site qui va vous vendre du service pour optimiser la performance de téléchargement des pages d'un site. Là, en fait, on joue sur l'engagement avec cette façon de dire, encore une fois, comme sur un chat, quand on utilise des majuscules, de dire très très fort, est-ce que votre site est vraiment fort ou pas fort? Et forcément, quand vous voyez ça, vous avez presque automatiquement envie de répondre, de donner l'URL de votre site, et donc vous êtes engagé. Vous voyez que là, juste pour que vous compreniez bien, on aurait pu écrire ça en tout petit, dire quelle est la vitesse de chargement de vos pages. Je pense que ça aurait été beaucoup moins fort, ça n'aurait pas été très engageant. Là, juste en agrandissant la police de caractère, en la mettant bien en gras, on arrive à créer de la curiosité, voilà, de l'intrigue. Donc on laisse les gens, on invite plus facilement les gens à continuer. Et comme je vous disais, on a vu à l'instant qu'on servait beaucoup de la conversion pour augmenter la conversion. On peut aussi le faire pour ce qui est de l'engagement. Bon, je suis désolé pour le son, vous n'entendrez peut-être pas tous ce qui se passe, mais là, alors on sort un peu du web, mais on reste toujours dans le domaine des écrans et des écrans tactiles notamment. Ça, c'est une interface tactile qui a été créée par, donc vous voyez, Tactus, c'est une petite entreprise du Nord, de chez nous. Ce qui est intéressant, c'est de voir un peu tous les effets qu'ils ont intégrés dans leur application, toutes les interactions qu'ils ont créées et qui servent uniquement en fait à engager la personne à utiliser l'interface en fait. Si vous enlevez tous les petits effets, ça devient beaucoup moins intéressant. C'est pas très très drôle en fait. Vous allez devoir toucher des curseurs, voilà, ou mettre une carte là-dessus. Le fait de faire apparaître des choses en surbrillance, de les faire apparaître comme par magie sur l'écran, tout ça, ça fait que la personne est largement plus engagée. Donc c'est pas étonnant qu'on trouve ce genre d'écran dans des concessionnaires automobiles. Et dans le même ordre d'idée, là c'est un faux site. Alors, ah oui, je ne sais pas si vous le voyez très très bien en fait, mais qui vous montre en fait qu'on peut faire des choses aussi assez simplement. C'est pas un vrai site en fait, c'est un template qu'on peut acheter sur internet. Mais ce que vous voyez en fait, c'est quand la personne passe sa souris à droite, à gauche sur l'écran. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a un bouton qui apparaît, il y a l'image qui bouge, il y a quelque chose qui s'agrandit, etc. Donc là, je dis pas qu'il faut faire ça tout le temps sur tous les sites, sur toutes les pages d'un site, parce qu'au bout d'un moment, ça peut devenir assez irritant. Mais on peut le faire, encore une fois, sur la page d'accueil, à certains endroits. On peut stopper les effets. Et ça, c'est des choses qui sont très facilement réalisables. Parce que tout ça, c'est du code en fait, qui existe, qui est gratuit, qu'on peut trouver très facilement partout sur le web et que n'importe quel développeur peut intégrer sur un site. Et voilà encore un autre moyen de créer de l'émotion en jouant tout simplement sur des effets de surprise par rapport à la navigation. Et justement,
Et j'en terminais par là. C'est ce que j'ai pas arrêté de vous dire en fait depuis tout à l'heure, c'est que il n'est pas non plus nécessaire de mettre énormément de moyens dans une interface pour qu'elle soit émotionnelle. Quelques petits exemples très très simples, et on terminera. Si vous prenez Twitter par exemple, à un moment donné, ils ont changé la manière dont s'animait le petit cœur quand vous likez quelque chose sur Twitter. On va le revoir. Mais avant qu'ils aient fait cette modification, on cliquait sur le cœur, il changeait juste de couleur. Là, vous voyez qu'en fait, je ne sais plus ce qui se passe. Voilà, il bouge comme ça, il y a une petite animation, etc. Ces petites choses-là, qu'on va retrouver d'ailleurs plus souvent dans les applications sur les sites web, des petites choses comme ça suffit largement à créer quelque chose d'agréable pour l'utilisateur. Et ça, vous pouvez l'intégrer sur des boutons, sur des petits bouts d'interface, etc. Donc quand je vous parle d'émotion, je vous parle aussi de petites choses comme ça qui sont vraiment très très efficaces. Et encore plus amusant, je trouve, c'est ça. C'est en fait comment donner en fait un ton humain à l'interface en faisant que l'interface imite carrément une personne. Donc là, vous avez une erreur. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites une erreur? La personne vous dit non, vous êtes trompé. L'interface fait la même chose. Ça crée vraiment une affinité avec l'interface. Ça crée vraiment une empathie. Et même si la personne s'est plantée, quelque part, on lui dit vous êtes planté, mais c'est pas très très grave, vous inquiétez pas, on va recommencer. C'est beaucoup plus agréable que de lui dire non, il y a une erreur, veuillez, elle se trouve là, veuillez corriger votre numéro de carte de crédit, etc. Donc vous voyez, on peut vraiment aller, on peut creuser vraiment dans les moindres détails des effets d'interface pour créer des choses qui sont amusantes à utiliser. Évidemment, ça c'est des choses qu'on va retrouver souvent, par exemple, dans les jeux vidéo, typiquement. Alors je voulais finir avec cet exemple-là que je montre systématiquement parce que je l'adore. Alors c'est un projet qui est assez ancien maintenant, qui a 2 ou 3 ans, qui a été fait par une agence berlinoise pour un magasin Nike à Berlin, donc, où vraiment on va retrouver l'intégralité de tout ce qu'on peut faire en termes d'émotion sur une interface. Bon, là je l'ai coupé, vous ne verrez pas tout, mais vous voyez par exemple, on l'a vu tout à l'heure, mais on peut poser la chaussure sur l'écran. L'écran va réagir à la chaussure. Alors comment ça marche? Il y a une puce RFID dans la chaussure, donc voilà. Donc ça va réagir, ça va reconnaître la chaussure, ça va vous donner des informations sur l'état des stocks de la chaussure, sur les tailles, ça va aussi vous donner des informations, je croyais que ça allait tourner en boucle, mais non, ça vous donnera aussi des informations sur le joueur de foot qui va la porter, etc. Et donc là, vous plongez vraiment la personne totalement dans une phase d'immersion. Voilà. Donc c'était très court, j'aurais bien voulu vous montrer encore d'autres exemples, mais ce que je voulais simplement vous dire, c'est que voilà, en e-commerce,